Rebonjour à tous et bienvenue dans l'Agora Ant. Donc cet après-midi, nous allons parler de beaucoup de choses. Donc entre autres, nous allons parler de l'enjeu majeur de la résilience urbaine, notre adaptation aux îlots de chaleur urbains face aux vagues de chaleur extrêmes qu'on a connues cet été. L'usage des bâtiments et la pratique quotidienne des espaces publics deviennent en tout cas un véritable enjeu de santé pour les citadins. Pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains, les solutions fondées sur la nature, on va parler de végétalisation, renaturation des cours d'eau, des sols, des trames vertes et bleues. Vous allez voir tout ça, ce sont des initiatives et des projets qui se multiplient. Comment est-ce qu'on peut accélérer cette dynamique? Comment est-ce qu'on va réussir à déployer le programme national de renaturation des villes annoncé cet été? Autant de questions qui seront abordées. On a avec nous plusieurs intervenants qui vont en parler. Et justement, pour démarrer, pour commencer cet après-midi, j'ai le plaisir d'inviter sur scène un architecte qui va nous parler des bâtiments augmentés. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Nicolas Lenné. C'est là, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom c'est Nicolas Lenné. Je suis architecte fondateur de l'agence Nicolas Lenné Architecte qui est basée à Paris. On a une pratique qui est... enfin, on fait un peu tout type de bâtiments, bureaux, logements, équipements. On est assez ouvert aux différentes types de bâtiments. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie qu'on a sur bon nombre de nos projets qui consiste à la fois à répondre à des problématiques sociales, des usages qui sont demandés aujourd'hui et en même temps qui font que les bâtiments sont protégés de façon assez simple contre le réchauffement climatique. Alors je vais essayer. Ah bah si, ça y est, elle est là, super. Donc ça c'est un premier exemple qui a été construit à Nice, Nice Méridia. Donc c'est un projet de bureau qui a la particularité d'avoir l'ensemble de ces circulations à l'extérieur, donc sur les bords du bâtiment, et d'avoir des balcons qui sont très profonds, parce qu'ils font jusqu'à 3,50 m de profondeur sur la façade sud. Et du coup, ce bâtiment, il est de fait de ces très grandes prolongations extérieures, de ces casquettes qui viennent le protéger. En fait, on a pu faire des façades relativement simples parce qu'on est confronté à des coûts qui sont des coûts normaux. C'est un bâtiment qui a coûté le prix d'un bâtiment tout à fait conventionnel pour le sud de la France. Et on a donc choisi de mettre l'argent plutôt dans ces prolongements extérieurs qui donnent de l'usage, qui permettent de travailler entre intérieur et extérieur, d'ouvrir la porte de son bureau, de rencontrer des collègues, d'avoir ce plaisir de vivre dehors qui est aujourd'hui très plébiscité dans les bâtiments de bureaux. Et du coup, on n'a pas eu à mettre sur les façades ni de lames orientables, ni des stores trop compliqués. Enfin voilà, c'est un bâtiment. Alors, je suis désolé s'il y a des vendeurs de stores. Moi, je suis plutôt sur les garde-corps et les surfaces les balcons. Voilà. Donc ça, et alors, la deuxième caractéristique, c'est que la première caractéristique dont je vous ai parlé, c'est que les escaliers sont passés à l'extérieur. Donc sur ce projet-là, en fait, il n'y a pas d'escalier à l'intérieur du bâtiment. Ce sont les escaliers d'usage et aussi des escaliers de sortie en cas d'incendie. Et du coup, on a une protection solaire qui est aussi augmentée parce que tous ces escaliers ils viennent porter des ombres sur le bâtiment et comme on est dans un climat niçois qui est disons relativement clément d'un point de vue de la pluie, ça incite à prendre les escaliers parce qu'ils sont très facilement accessibles depuis le hall et en même temps on est à l'extérieur. Enfin voilà, on a des très belles vues sur le quartier et à l'intérieur du bâtiment, du coup, on a des plateaux de bureaux qui sont totalement libres. Ils ne sont plus du tout impactés par les cages en béton. Voilà. Alors,
ensuite, pour celles et ceux qui connaissent un peu, en réglementation incendie, en fait, on arrive à mettre soit les escaliers à plus d'1 mètre de la façade, soit là, comme on est sur des pignons, il y a des parties de façade qui sont fermées et qui permettent donc d'avoir... on ne s'est pas payé du verre anti-feu qui coûte très cher. Désolé pour les vendeurs de verre anti-feu. Ici, c'est un autre exemple qui est résidentiel, celui-là. Là, on est à Montpellier. C'est un projet qui s'appelle l'Arbre Blanc qu'on a dessiné à plusieurs agences d'architecture. Donc, il y avait mon agence qui, à l'époque, s'appelait Lenné Roussel, Manal Rajdi, Oxo Architecte et Sou Fujimoto. Donc, ça a été un travail très collaboratif. Et puis, on l'a aussi fait avec l'illustre Franck Boutet, qui est ici, qui va parler un petit peu après, qui nous a beaucoup inspiré pour ce projet. L'idée ici, c'est un peu la même, c'est-à-dire que c'est un bâtiment où on a de très grands balcons. Il y a des balcons qui, donc dans les premiers étages, font 3,50 m de porte-à-faux et dans les derniers 7,50 m. Donc on a une protection naturelle au soleil dans ce bâtiment. Et en fait, en été, le soleil, il est vraiment cassé avant la façade parce qu'il est assez vertical. Et à Montpellier, on est assez content de se protéger l'été. Et l'hiver, comme on a un environnement relativement dégagé autour du bâtiment, en fait, le soleil étant plus bas, il rentre dans les logements. Et ici, donc, on voit tout le bénéfice qu'on peut avoir à ce genre de façade, c'est qu'on se retrouve... ici, c'est un bâtiment qui, pour une tour de 50 mètres, était dans des prix absolument raisonnables. Et on a réussi à donner pour tous les... Il y a des balcons pour absolument tous les appartements. Et à partir du T3, on a 2 balcons par appartement. Et à partir du T4, on a 3 balcons par appartement, qui sont énormes. Donc, on a vraiment une facilité de vie à l'extérieur qui est très importante. Ici, c'est un exemple d'adaptation du projet de Nice. Donc, c'est un bâtiment de bureau qui est à Nanterre. C'est un projet que j'ai la chance d'avoir dessiné avec l'agence François Leclerc et à nouveau Dimitri Roussel. Voilà, on est 3 architectes sur les bâtiments neufs et Hubert et Roy sur les bâtiments en réhabilitation. Mais là, je vous montre plutôt les bâtiments neufs. C'est un ensemble de bâtiments de bureaux en structure bois, donc très grande majorité de la structure qui est en CLT et en poteaux bois. Et pour la petite histoire, c'est un ensemble de bâtiments qui fait 115 000 m², ce qui en fait le plus grand ensemble de bâtiments en bois au monde. Et c'est en construction actuellement à Nanterre. Et en fait, ce bâtiment, cet ensemble de bâtiments est inspiré, entre autres, mais en grande partie du projet de Nice qu'on avait développé, avec des très grandes terrasses au bout de chaque plateau de bureau. En fait, on a sur la largeur du plateau de bureau qui fait 18 mètres, on a 7 mètres de profondeur de terrasse à strictement tous les étages. Donc ça aussi, ça donne beaucoup de profondeur à cette façade. Et on peut accéder depuis n'importe quel espace dans le campus directement au jardin en passant par l'extérieur. Et bon, comme on est à Paris et pas à Nice, on a pensé qu'il était bon d'avoir quand même une partie des escaliers à l'intérieur, qui sont dans des cages protégées, et la moitié à l'extérieur. Mais là encore, en fait, on arrive à avoir moins d'escaliers à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a moitié moins d'escaliers à l'intérieur, et ceux-ci permettent un usage différent. Parce que d'avoir 2 fois plus d'escaliers à l'intérieur, ça n'aurait pas donné un usage intéressant à notre avis. Voilà. Donc, en conclusion, vous comprenez, en fait, c'est la façon dont on a d'aborder les bâtiments avec ces très grands balcons, c'est une façon à la fois de donner des usages qui sont très plébiscités en ce moment. Il y a évidemment, post-Covid, on a dans le logement une appétence énorme pour les balcons, et on va jusqu'à donner 30% de la surface intérieure en plus à l'extérieur. Et c'est en fait toutes ces extensions, elles protègent naturellement les bâtiments
du rayonnement solaire de façon très simple et à coût égal. Donc, en fait, on arrive à créer des produits immobiliers qui sont parfaitement dans les prix, dans les demandes, et qui sont, à notre avis, déjà prêts, sans avoir une maintenance folle pour affronter le réchauffement climatique qui nous tombe dessus. Et alors en plus, comme on construit en bois et décarboné, on lutte, on construit en bois, pas tous les bâtiments, mais à peu près 70-80% des bâtiments de l'agence sont en bois maintenant, donc avec un impact carbone très faible. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas Lenné. Et nous allons enchaîner les talks et accueillir une autre architecte, mesdames et messieurs, donc, qui va nous parler un peu des solutions passives et bioclimatiques qui sont possibles pour garantir en tout cas le confort thermique. Voilà, elle arrive déjà. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Anouk Legendre. Bonjour, voilà, donc Anouk Legendre, l'agence XTU. En fait, je vais vous parler du végétal dans la ville. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 10 ans parce qu'on est intimement persuadé qu'il faut vraiment s'attaquer de façon massive à la question de l'îlot de chaleur dans la ville. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est de réintroduire du végétal en masse dans la ville, à la fois au niveau des sols de la ville, des rues, et au niveau peut-être des façades et au niveau des toitures. Parce qu'en fait, le végétal va mettre à l'ombre les bâtiments, va réduire l'îlot de chaleur, va permettre l'infiltration aussi. Il va aussi apporter une humidité. Et si on organise des flux d'air qui traversent cette humidité, eh bien, on va rafraîchir. C'est quelque chose qu'on a appris en travaillant à La Réunion et sous les tropiques. Si on organise des écosystèmes construits avec des courants d'air qui traversent des zones humides ou des jardins, eh bien, on va fabriquer ce qui s'appelle un effet adiabatique naturel, c'est-à-dire que en fait, ce courant d'air, il va se rafraîchir en passant sur le jardin et il va permettre de baisser de 5, 6 ou 7 degrés la sensation de chaleur. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est utilisé sous les tropiques. Et donc, on s'est dit, cette méthode qui vient des pays du Sud, on pourrait l'adapter à nos pays parce que finalement, on va se retrouver dans la même problématique que les pays du Sud. Donc, à l'agence, avec la cellule de recherche de l'agence, on s'est dit qu'on allait explorer 2 pistes. Une piste qui est des solutions low-tech qui coûtent presque rien et donc qui vont être hyper efficaces. Et une solution plus high-tech qui va permettre d'autres productions. Donc, la première chose, c'était de s'intéresser au sol de la ville. Donc, on a réfléchi, donc là, vous n'avez pas d'image, mais je vais vous le raconter. En fait, quand on regarde la ville existante, on voit que ces sols sont entièrement bituminés. On vit dans un sol fait avec le pétrole qu'on a sorti du sol et qu'on a tartiné sur tout l'intérieur des villes. Mais en fait, toutes ces rues qu'on a dans les villes, elles ne sont pas toutes utiles pour les voitures. En fait, on a mis du bitume pour que ça soit plus facile à entretenir, pour que les voitures puissent rouler dessus. Et finalement, on a une vision, j'allais dire, technicienne, d'ingénieur, qui fait que c'est plus facile, mais finalement, on n'a plus aucune nature, on n'a plus de végétal, on a des sols noirs qui emmagasinent la chaleur. Or, dans les rues des villes, il y a certaines rues qui n'ont pas besoin d'être circulées avec des voitures. On pourrait faire un audit sur un quartier, on l'a fait. Peut-être un tiers des rues, un quart des rues ne sont pas vraiment utiles pour les voitures. Il n'y a pas vraiment des commerces. Il y a juste besoin des camions-pompiers qui passent de temps en temps. Enfin, quand il y a le feu, c'est pas souvent. Et donc, on pourrait avoir des rues qui sont végétalisées, par exemple sur les côtés, que l'espace central soit circulé, que ça soit piéton juste pour les pompiers et les piétons. Et comme ça, on multiplierait les espaces végétaux et on pourrait soustraire toutes ces parties à l'accumulation de chaleur. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les façades des bâtiments et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'arrosage. Parce qu'évidemment, le premier
argument qu'on donne contre les végétaux dans la ville, c'est le fait que ça va consommer de l'eau. Alors c'est vrai, mais en fait, quand on y réfléchit, les logements, les villes, c'est des sortes d'énormes fontaines à eau. En fait, on alimente les bâtiments avec de l'eau propre et il en sort des tonnes d'eau sale qui va dans des tuyaux, qui va dans des grandes usines à l'extérieur des villes, qui va être nettoyé à grand renfort d'énergie et après ça va dans des rivières. Et tout ça, c'est soustrait à l'écosystème. En gros, on compte que 25% de l'eau disponible est soustraite à l'écosystème juste par l'action des villes qui met tout dans des grands tuyaux, qui envoie tout dans des usines loin et qui après envoie dans des rivières et du coup l'écosystème il n'a pas d'eau. Donc nous on pense qu'il y a une vraie réflexion à faire sur la constitution de la ville et des bâtiments pour récupérer une partie de l'eau sale qui vient des bâtiments. C'est une vraie réflexion à faire. Donc l'eau sale des bâtiments, c'est effectivement, tout le monde pense à l'eau des cabinets, on se dit ah c'est sale. Bon alors peut-être celle-là on va pas les traiter sur les façades parce que c'est quand même un peu compliqué, mais il y a aussi l'eau des douches, l'eau des éviers. Et dans l'eau des éviers, il y a de l'eau qui est quasiment propre, c'est toute l'eau de rinçage. Il suffirait d'avoir deux éviers pour en avoir une cuve d'eau propre presque et une cuve d'eau moins propre. Et donc on pourrait utiliser ces eaux grises pour alimenter des jardinières végétales qui courent sur les bâtiments. Ce que vous voyez ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'exemple d'un bâtiment qu'on est en train de faire à La Réunion, dans un endroit très sec. C'est un endroit hyper aride, hyper chaud, et on veut changer le climat en mettant des jardinières végétales filtrantes qui vont filtrer les eaux grises des douches. C'est des bureaux, ils se douchent 2 fois par jour parce qu'il fait super chaud. Quand ils arrivent à vélo, il faut qu'ils se douchent. Et cette eau, elle va être filtrée dans les jardinières. Et donc, vous allez voir, voilà, donc ici, c'est tout le long des bureaux. On a des jardinières filtrantes avec du végétal. Donc, ça se fait par lagunage et on développe ça avec Phytorestore. C'est intégré au bâtiment et à la fin, on a de l'eau qui est nettoyée, qui peut aller dans les jardins du premier étage. Et donc, en fait, on a tout l'écosystème qui est alimenté par les eaux sales. Et ça, c'est du bureau et c'est rendu possible parce qu'on a tout intégré à l'architecture. En gros, c'est le schéma suivant. On a des jardinières filantes, c'est ce qu'il y a de moins cher. On a des plantes filtrantes, on alimente avec l'eau des douches, des lavabos. Et on peut après soit remettre dans les toilettes, soit mettre dans le jardinage, soit si c'est des logements, mettre dans les machines à laver. Et c'était ce système qu'on a développé à La Réunion pour les bureaux. On peut aussi le faire en France naturellement. Par exemple, sur ce projet qu'on a fait avec Franck Boutet à Montpellier, c'était dans un endroit très sec, il faisait chaud, c'était contre un parc. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur l'ensemble de bâtiments, sur l'alimentation en eau pour avoir une masse végétale sur laquelle on pourra faire des courants d'air rafraîchissants qui passent sous le bâtiment, dans les failles du bâtiment, etc. Et pour ça, il faut maîtriser l'eau et on utilise 2 types d'eau. L'eau de pluie qu'on a récupérée, donc c'est ce que vous voyez à droite, qu'on récupère toute l'eau de pluie de l'année, qu'on récupère dans des cuves, dans dans les planchers des terrasses, il y a des grandes terrasses, qui vont servir à alimenter les jardinières, et des eaux grises qui vont servir à alimenter les jardinières des parties communes. Et donc, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau en plus, on fait juste avec de l'eau de récupération qu'on réintègre comme ça dans l'écosystème. Et ça permet d'avoir du végétal. Et donc, ça permet d'avoir du végétal devant chez soi. Ici, vous avez un exemple, une expérimentation qu'on a fait à l'agence. On est sur le toit au 7e étage. Vous avez vu, il y a un petit jardin. Il y a aussi des jardinières avec des petits arbres qui ont une dizaine d'années maintenant. Ça fait comme une forêt. Et dans cette forêt, vous avez les vues de l'intérieur en bas. Ça nous sert à se protéger du soleil. On a aussi une casquette au-dessus. Ça nous sert à avoir du végétal et de l'humidité et à organiser des courants d'air en été. Ça nous sert à avoir de la biodiversité tout autour de nous. Et je dois dire qu'au printemps, en été et en hiver, on a une dizaine d'espèces d'oiseaux qui viennent nous voir pendant qu'on travaille. C'est quand même super agréable. Et je crois que les humains, ils ont besoin d'avoir cette présence de la nature autour d'eux. Donc ça, c'était le chapitre végétal dans les toitures. Évidemment, il y a aussi la conquête des toits. Et la conquête des toits, ça va être une avancée aussi pour les habitants.
pas seulement pour des entreprises qui vont cultiver, mais aussi parce que le toit, c'est un deuxième espace de la ville. Ça permet d'être sous la pluie, de ne pas être vu. Ça permet de faire des choses en commun avec ses voisins. Et ça permet de cultiver aussi, si on veut. Et donc, ça permet de retrouver la nature. Voilà, donc ça, c'était l'aspect low-tech. Le système que je vous ai décrit à La Réunion, ben, il coûte 60 000 € pour un bâtiment de 9 étages. C'est pas cher, c'est low-tech. N'importe qui peut le faire. Et là, ils n'avaient pas un gros budget. Et donc, s'ils l'ont fait, c'est que ça rentrait dans le budget. 60 000 € sur tout un ensemble de 10 000 m², c'est pas cher. Et voilà, on a exploré aussi des solutions high-tech, parce qu'on s'est dit, il faut penser à la chaleur, il faut penser à des ombrières actives. Donc voilà, ici, c'est une ombrière active qui permet de cultiver des microalgues dans la façade. C'est des façades remplies d'eau avec du plancton dedans. Donc c'est tout un système industriel le long de la façade. Il y en a aussi sur les toits. Et donc là, vous avez une vue des façades. Hein, c'est comme des verres avec de l'eau dedans, un aquarium plat. Et là, l'eau, elle circule, elle est régulée thermiquement. Elle est en avant de la façade. Et donc, ça fait une ombrière qui va protéger du soleil, mais qui va aussi réguler, extraire la chaleur qu'on va pouvoir donner aux ballons d'eau chaude des bâtiments. Donc, on va faire une symbiose avec le bâtiment. Et donc, ça va permettre d'avoir une façade qui est moins chaude. Et donc, derrière, les bâtiments, les gens vont être plus au frais en été. Et ils auront moins froid en hiver. Voilà, donc deux solutions, low-tech et high-tech. Donc là, cette solution high-tech, en fait, elle est rentabilisée parce qu'elle coûte cher par un business model. Et elle est utile à la ville puisqu'on produit des super aliments qui vont booster l'immunité. On va produire des protéines végétales, donc comme ça on n'aura pas besoin de fabriquer des protéines dans les campagnes, ça va libérer des champs dans l'agriculture pour nourrir les gens. Et on va produire des biomédicaments parce qu'on est là aussi très engagé contre la mainmise de la chimie dans notre vie. Et donc dans le monde de l'après-pétrole, voilà, on pourra, grâce à ces façades vivantes finalement, cultiver des biomédicaments qui permettront de se soigner sans intoxiquer les gens. Voilà, deux approches très différentes et évidemment, la solution low-tech, elle peut être développée partout, elle ne coûte rien, donc il faut le faire. Et maintenant, je laisse la parole à Franck. Anouk, merci beaucoup. Effectivement, merci. Je vous laisse regagner votre place. Et comme l'a souligné Anouk, on va recevoir maintenant un autre ingénieur et architecte et ingénieur, les deux, hein, n'est-ce pas Franck, donc, qui est aussi le lauréat du Grand Prix de l'urbanisme 2022, qui a été décerné par le ministère de la Transition écologique, qui va nous parler de quoi, Franck? Je ne sais pas. Je vous laisse la place. Merci. Bon, on vient de voir deux exemples de réalisation plutôt assez convaincantes. Ce sont des bons architectes, Nicolas, Anouk. Donc moi, j'ai pas d'image déjà, donc on va faire 100. Deux personnes en plus qui ont réussi à tenir leur temps, donc il faut que je fasse pareil, ou alors que je sois l'exception de la règle d'aujourd'hui. Alors en fait, la première chose dont j'ai envie de vous parler, qui a déjà été un petit peu spoliée par Anouk, puisqu'elle a parlé du Sud comme inspiration, moi, je dis, en fait, il faut aujourd'hui avoir le Sud comme horizon. Alors, évidemment, ça marche dans l'hémisphère Nord. Dans l'hémisphère Sud, il faut avoir le Nord comme horizon. En fait, c'est assez intéressant d'un point de vue presque poétique. C'est-à-dire qu'en gros, comme on sait que le réchauffement climatique est présent, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans les stratégies d'atténuation en se disant il faut absolument réduire de façon à ce que ça n'arrive pas. Bon, ça arrive. Et l'été l'a bien rappelé. Donc, et les trajectoires du GIEC montrent bien que c'est là. Donc, aujourd'hui, il faut changer considérablement de culture. Il faut s'adapter. S'adapter à quoi? À quelque chose qui est en changement. Et en fait, il suffit d'aller voir dans le sud, quelque part, depuis l'hémisphère nord, pour comprendre ou pour entrevoir une partie de notre avenir. C'est hyper poétique, c'est-à-dire que plus on s'avance vers l'équateur, plus quelque part on avance loin dans le temps. C'est comme pour comprendre les premières minutes de l'univers, il faut aller le plus loin possible pour courir après la lumière, qui elle va très très vite. Donc en fait, le déplacement est une forme d'apprentissage. Du coup, par exemple, un petit chiffre. Le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, en 2100 celui de Tanger. Donc il faut aller comprendre en fait ce qui se passe là-bas et comment on joue avec le climat de façon à pouvoir finalement anticiper la conception aujourd'hui. Parce qu'on ne conçoit pas des bâtiments pour aujourd'hui, on les conçoit pour à la fois évidemment aujourd'hui, mais dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Donc voilà, ça s'appelle le Sud comme horizon, c'est assez poétique, se déplacer pour comprendre son avenir. Alors, du coup, que nous apprend le Sud ?
D'abord, il y a quelque chose de très beau qui est que dans le bassin méditerranéen, ce n'est pas le seul sud évidemment, mais dans le bassin méditerranéen, il y a une forme de proto-écologie. Alors c'est un gros mot comme ça, proto-écologie, mais ça veut dire qu'en fait c'est une écologie avant l'écologie, c'est une écologie avant qu'on la rationalise et qu'on mette des indicateurs, etc., et qu'on pense les phénomènes globaux et qu'on mette les processus scientifiques derrière tout ça. En fait, c'est une forme que je pourrais appeler d'intelligence, d'adaptation des humains à leur milieu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, intelligence d'adaptation des humains à leur milieu. Et ça se trouve beaucoup en fait dans cette forme de proto-écologie du bassin méditerranéen. Il y a une autre chose qu'on apprend du Sud, qui est un lien très étroit entre climat, histoire, culture. Très important, parce que je viens de dire qu'il fallait d'ailleurs se déplacer vers le Sud pour comprendre son avenir. Si on fait le lien entre le climat, qu'on sort juste des indicateurs scientifiques en pensant que derrière un climat, il y a aussi une culture, et que derrière une culture sédimentée, il y a une histoire, finalement, on peut aussi comprendre finalement des changements culturels, des changements, des nouvelles trajectoires historiques qui risquent de se jouer avec le changement climatique. Voilà, on passe d'un truc scientifique à quelque chose qui est anthropologique et qui est vraiment culturel, qui m'intéresse aussi beaucoup. Autre chose qu'on apprend du Sud, c'est qu'il y a une forme d'écologie territoriale un peu native, c'est-à-dire à la fois des matériaux locaux, mais aussi des savoir-faire de fabrication, d'extraction, de transformation, de mise en œuvre locaux. Donc il y a un lien très fort entre construction, filière, savoir-faire, qu'on a un peu perdu évidemment pendant pas mal de décennies de construction un peu hors sol. Et puis la quatrième chose peut-être qu'on apprend du Sud, c'est un lien très très fort, on va dire une très forte cohérence scalaire, un peu un gros mot aussi ça, on va dire une très grande cohérence en fait des dispositifs naturels, des dispositifs passifs à toutes les échelles, de la forme urbaine à la morphologie des bâtiments et à leur matière même. Donc voilà, avec ce vocabulaire, en fait, comment on fait du bâtiment aujourd'hui et comment on le transpose en fait dans des climats plus au nord aujourd'hui, en région parisienne et évidemment ailleurs. Donc on a vu des exemples, la façade épaisse en est un, la question de la végétation en est une. En fait, j'ai envie de dire, en fait, les principes du bioclimatisme adaptés au climat chaud ou climat chaud en devenir, c'est en gros, enfin, on pourrait dire, il y a une stratégie en 3 actes. La première, se protéger ou éviter. La deuxième, disperser. Et la troisième, réguler. Alors si on le joue un peu à toutes les échelles, parce que pour moi, tout se joue à toutes les échelles, mais c'est pour ça que je passe par le Sud aussi pour vous raconter ça. La première, qui est éviter ou se protéger, ça veut dire en fait, alors là on est plutôt dans les nouveaux aménagements, mais en fait dessiner des formes urbaines autoprotectrices. C'est une grande nouveauté, c'est comment on arrive à donner une forme à la ville qui permette de ne pas capter le soleil, ou en tout cas d'éviter de trop le capter. Donc ça veut dire trouver les bons rapports entre les hauteurs et les largeurs des espaces vides, les morphologies des bâtiments. Donc protéger la ville. Ça veut dire aussi utiliser des matériaux plutôt clairs. Alors, le clair, ce n'est pas toujours bien, mais en tout cas pour la question de l'îlot de chaleur, c'est essentiel. Donc des matériaux plutôt clairs avec des coefficients de réflexion importants, donc qui permettent de rejeter finalement l'énergie dans l'atmosphère. Donc là, on protège plutôt à l'espace urbain. Après encore, se protéger, ça veut dire aussi dessiner des bâtiments qui s'autoprotègent. On l'a vu dans l'exemple de Nicolas. En fait, moi j'aime bien dire, et il vous a parlé en fait de l'arbre blanc avec ses grandes terrasses. En fait, on a étudié la position des terrasses avec ce qu'on a appelé aussi, enfin, quelque chose qui est assez beau, qui est assez poétique. On a appelé ça la cinétique des ombres. On a fait en sorte que le placement de ces grandes terrasses fasse en sorte qu'on ne reçoive jamais le soleil de manière directe sur les surfaces vitrées en période chaude. Donc en fait, c'est quasiment une cinétique, regardez tous les jours de l'année pour voir comment se déplacent les ombres et comment on fait en sorte qu'on s'autoprotège. Donc c'est un peu le thème de dessiner des formes urbaines, on l'a dit, mais dessiner aussi des bâtiments, des morphologies bâties qui produisent leur propre ombre. Parce que dans le Sud, on a un peu l'inversion du paradigme qui est sous-jacent à tous les référentiels environnementaux, les référentiels HQE, etc., où en fait, on cherche le soleil comme un absolu et l'absence de vent comme un deuxième absolu. Dans le Sud, c'est l'ombre et le vent comme valeur positive. Donc réfléchissons à ça parce que ça change considérablement la façon de faire la ville. Donc des bâtiments qui s'autoprotègent, ça veut dire, et on l'a bien vu aussi dans les exemples qui ont été montrés, travailler sur des façades épaisses avec des grands débords, évidemment, qui sont adaptés en fonction des orientations par rapport au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Donc des bâtiments qui produisent leur propre ombre. Et évidemment, là où ça devient intéressant, comme on l'a vu dans les exemples de Nicolas, c'est que ces espaces tampons, ces espaces d'autoprotection, deviennent aussi des espaces d'usage. Donc on réinvente finalement l'idée de la façade habitée et on habite littéralement
en fait ces interfaces entre milieu extérieur, milieu intérieur. Après disperser, ouais, je commence à dépasser, enfin je sens que ça va être difficile le temps. Hein. Donc disperser, ça veut dire que malgré tout ce qu'on a réussi à jouer pour rejeter, pour se protéger, il va quand même y avoir des calories excédentaires. Comment on arrive à les disperser ? Vous voyez bien que l'ombre et le vent comme valeur positive, ça change aussi considérablement les choses parce que ça veut dire qu'il faut que la trame urbaine, on appelle ça en fait la perméabilité ou la porosité aérolique, elle permette l'écoulement naturel des vents. Ça veut dire déjà orienter les voies dans le sens des vents dominants, faire en sorte de dimensionner les voies non pas simplement par des logiques fonctionnalistes ou de déplacement des voitures, mais comme des vrais corridors, comme des vraies veines de vent. Et comme le vent, ça n'aime pas tourner à angle droit, en fait, ça veut dire aussi penser une forme de ramification ou d'arborescence dans la façon de dessiner la trame urbaine. C'est aussi évidemment les revêtements. Anouk en a parlé sur la question du végétal. Elle a utilisé un mot qui est rafraîchissement adiabatique. En fait, les 3 ingrédients du rafraîchissement passif, qui coûtent vraiment pas cher, c'est un peu l'image du linge. Moi, j'aime bien cette image-là parce qu'elle est assez simple à comprendre. On trempe un linge dans une bassine et on le met à une fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Et on sait très bien que ça marche extrêmement bien, ça rafraîchit tout seul. Le linge, c'est une surface d'échange. C'est ce que joue très bien à la fois une forme urbaine, si elle est bien dessinée, et le végétal. Comment créer cette surface d'échange? L'eau, c'est le matériau du changement d'état qui va créer une réaction endothermique, donc qui va absorber de l'énergie. Et le vent, c'est le moteur. Si on arrive à dessiner les villes et les bâtiments avec ces 3 ingrédients, du végétal, de l'eau et du vent comme moteur, on change aussi considérablement de la façon de dessiner la ville. Bon voilà, disperser, c'est aussi créer des petits courants d'air autour des bâtiments, mais c'est aussi l'intérieur des bâtiments. Il y a quelque chose qui a été un impensé pendant longtemps. On a fait des bâtiments très épais parce que c'était plus économe. En fait, il faut faire des bâtiments fins parce qu'évidemment, il faut que le vent qu'on a réussi à créer dans l'espace urbain, il faut qu'il passe d'une façade à une autre et il ne va pas passer sur 24 mètres de profondeur. C'est rarissime. Il passe très bien sur 12 mètres, il passe très bien sur 16 mètres. Mais évidemment, si on est épais, ça passe plus. Donc ça veut dire aussi redessiner les morphologies bâties des bâtiments plutôt fins. Et ça veut dire aussi penser leur aménagement intérieur. On a l'habitude de dire j'ai un bâtiment qui est traversant ou bi-orienté. En fait, quand on regarde le plan d'un logement, par exemple, il y a la zone jour et la zone nuit, et entre les deux, c'est complètement étanche. Ça veut dire aussi qu'il faut penser ces perméabilités aéroliques à l'intérieur du plan et faire en sorte qu'il y ait des écoulements d'air qui passent d'une fenêtre à une autre. Ça veut dire peut-être repenser même la grille de ventilation entre une chambre et un couloir, etc. Donc des petits dispositifs comme ça extrêmement fins de régulation. Et puis, j'ai dit réguler. Ok, j'ai dit réguler, ça veut dire aussi jouer sur l'inertie pour absorber les excédents de calories. L'inertie, c'est un petit sujet quand même, parce qu'aujourd'hui, dans les enjeux de décarbonation, on a plutôt tendance à alléger les bâtiments, parce que le carbone, le moindre carbone, il est plutôt dans l'air, et les matériaux hydrauliques sont plutôt un peu plus carbonés. Donc comment on arrive à retrouver le mix matériaux pour être léger, pour être décarboné, et en même temps avec suffisamment de masse pour garder cette inertie et ce tampon de régulation. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, le tampon, c'est comme une éponge, il faut le vider. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité de ventiler les bâtiments la nuit. Au moment où il y a des amplitudes de 10 degrés en moins en période nocturne, il faut arriver à ventiler les bâtiments la nuit. Ça veut dire aussi qu'il faut repenser les dispositifs. Ce n'est pas en ouvrant en grand une fenêtre qui va claquer ou avec le risque dans un logement de se dire il y a quelqu'un qui va arriver par la fenêtre, etc. Ça veut dire qu'il faut des petits dispositifs de ventilation à côté d'une fenêtre, etc. Donc en fait, ça oblige à repenser complètement le code architectural comme le code urbain. Alors tout ça, et je suis en train de dépasser, mais tout ça, on parle du bâtiment neuf, évidemment la question c'est, puisqu'on sait en France par exemple, on renouvelle le parc en neuf avec vraiment une quantité très infime, donc en fait on est essentiellement sur de la ville existante et sur des bâtiments existants. Déjà il faut avoir en tête tout ce qu'il faut faire sur le neuf pour se demander comment on le transcrit dans l'existant. Ça veut dire évidemment en fait recréer ces veines de vent dans une ville ancienne. C'est peut-être s'autoriser de temps en temps une destruction quelque part parce que tout d'un coup, elle permet de refaire entrer le vent dans un espace public. Ça veut dire aussi, quand on peut le faire en tout cas, peut-être un peu désengorger l'espace public qui est parfois, en fait, qui freine les vents, comment on arrive à écouler la veine de vent. Ça veut dire aussi évidemment changer les matériaux, on a dit plus clair, ça veut dire aussi végétaliser, ça veut dire retrouver la présence de l'eau, ça veut dire aussi aller chercher l'eau en sous-sol, donc travailler sur la question du sol fertile, voire même remettre de l'eau en surface. Dans les bâtiments, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ce qu'on vient de dire sur le neuf, ça peut se transposer. C'est comment on arrive à même regreffer des espaces, enfin des façades épaisses ou des espaces tampons sur des bâtiments existants qui en seraient dépourvus, juste avec une façade la plus fine possible et avec une fenêtre qui aujourd'hui sont bombardées de soleil. Comment on arrive à épaissir
ou évidemment, après, il y a la protection solaire mobile, qui est le dispositif qu'on peut utiliser. Cette question de la veine de vent dans les bâtiments existants, elle est... Alors, dans le tissu haussmannien, par exemple, c'est un tissu que j'ai beaucoup étudié. En fait, c'est fait de bâtiments qui sont extrêmement fins. Donc, en fait, ils sont propices à faire de la ventilation naturelle. Ça marche aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement peu étanches à l'air que ça passe tout seul. C'est pour ça que les bâtiments haussmanniens, d'ailleurs, on se sent plutôt assez bien en période estivale. Je ne sais pas si vous habitez des bâtiments haussmanniens, mais en fait, en été, on se sent très bien. En hiver, il fait peut-être un peu froid de temps en temps, mais en été, on se sent très bien. Donc, ça aussi, c'est une petite leçon. Et donc arriver à recréer ces phénomènes de ventilation à l'intérieur du bâtiment, etc. Quand on ne peut pas le faire d'une façade à une autre, en fait, on peut utiliser des conduits. Donc, par exemple, il y a les conduits de cheminée qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Ça peut devenir, puisque de toute façon, il y a un conduit par logement. En fait, on peut utiliser ces conduits pour faire un traversant qui, cette fois-ci, est un traversant vertical. On va rentrer par la façade et ensuite, on va dégager dans les conduits. Donc, ça veut dire qu'on peut même utiliser des cavités dans les bâtiments existants qui ne sont plus utilisés aujourd'hui pour arriver à retrouver ce caractère traversant, etc. Et puis, in fine, sur la question de la régulation, en fait, on peut aussi penser à améliorer la thermique de ces bâtiments anciens sans altérer leur qualité inertielle. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur le bâtiment historique de Sciences Po, où on a utilisé un enduit chaud-chanvre qui permet de corriger la paroi, mais qui garde exactement la même inertie et même le volant hygrothermique, c'est-à-dire la capacité de l'eau à migrer à travers les parois. C'est aussi... imaginer des solutions pour alourdir ou pour améliorer l'inertie de bâtiments qui ont une faible inertie. Donc ça veut dire peut-être mettre des enduits hydrauliques ou même de la brique de terre crue à l'intérieur des bâtiments et des logements. C'est une recherche qu'on est en train de mener aujourd'hui. Donc pour arriver finalement à améliorer leur volant hygrothermique. Et évidemment, il faut aussi les vider la nuit. Donc en tout cas, il y a des solutions, parce que très souvent on dit ça peut être que dans le neuf et dans l'existant on va être condamné à crever de chaud. Non, il y a des solutions, il faut juste les activer. C'est des choses qui sont en train d'être mises d'ailleurs dans le PLU bioclimatique de Paris, puisque évidemment Paris c'est quasiment, c'est 99% d'existants. Donc comment on arrive à améliorer la valeur bioclimatique des bâtiments existants. Donc en fait ce qu'on voit, c'est, et pour passer aussi la parole et faire la transition avec les tables rondes suivantes qui sont plus à des grandes échelles, vous avez vu que ce que j'ai raconté finalement, c'est de la très, très micro-échelle, donc de la grille de ventilation à la très grande échelle. Et en fait, c'est réellement comme ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si vous faites le maximum sur un bâtiment, il peut ne rien se passer, tout simplement parce qu'on a dit, voilà, j'ai amélioré la ventilation, mais il n'y a pas d'air, parce qu'en fait, l'air ne vient pas de la ville, etc. Donc, il faut vraiment penser la cohérence à toutes les échelles des interventions que l'on a. Et moi, j'aime bien dire finalement, même la question du confort d'été, petite phrase un peu poétique, en fait, elle se joue de la grille de ventilation jusqu'à même la géographie. C'est-à-dire qu'après, ça oblige même à repenser la forme d'une ville dans son grand territoire ouvert. Est-ce qu'il y a une masse végétale en amont des vents ou un plan d'eau qui permet de rafraîchir la ville? Donc ça aussi, ça oblige à repenser à la fois des établissements humains contemporains quand on a la possibilité de construire sur des grandes échelles ou l'amélioration d'une ville existante. Voilà. Et derrière tous ces sujets, ce que je trouve aussi assez beau, pour boucler avec ce que je disais sur le Sud, c'est que derrière toutes ces techniques passives de réinterprétation de dispositifs vernaculaires ou de dispositifs bon sens, c'est ça aussi qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous dire, dont on peut objectiver la valeur par les outils de modélisation, de simulation aujourd'hui pour montrer finalement la valeur scientifique intrinsèque de ces approches bon sens. Mais en fait, ça permet de renouveler considérablement les savoir-faire, les filières, parce qu'on n'en parle pas souvent, très souvent on parle d'un produit, mais derrière c'est une filière, une extraction de matériaux, une transformation, un savoir-faire de mise en œuvre, etc. Donc derrière, il y a un champ incroyable en fait de redécouverte ou de redynamisation des filières, des savoir-faire et des logiques d'artisanat. Et derrière, évidemment, il y a toute la question de la formation, etc. Alors aujourd'hui, les textes ne rendent pas toujours ça possible, donc il faut que les textes, les règlements, les normes puissent s'adapter à ces bonnes pratiques plutôt que les pratiques s'adaptent à des mauvais règlements. Voilà, et j'arrêterai là. Merci. Merci Franck. Merci. Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. Nous allons continuer de parler de l'eau et le végétal qui sont, vous le savez, deux ressources indispensables pour adapter nos espaces urbains et aussi pour s'adapter au réchauffement climatique. Comment la nature en ville peut nous aider à améliorer la gestion de l'eau à l'échelle d'une ville, d'un quartier? C'est un sujet que nous allons discuter tout de suite avec notre invité Jean-Marc Bouillon qui nous rejoint. Merci de l'accueillir. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour. Donc, petite présentation rapide. Donc, vous êtes paysagiste, concepteur et président de Takae Conseil et du Fonds Intelligence Nature. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Bienvenue à Batimat. Merci. Juste peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous venons d'écouter Anouk, Franck et Nicolas. Donc, tout ça, ça doit vous faire plaisir de voir tous ces... Évidemment, chaque fois qu'on voit l'occasion de rajouter de la nature en ville, moi, ça me fait plaisir. Mais c'est aussi l'occasion de préciser un truc. C'est-à-dire que là, on parle de la ville qui a un projet. C'est-à-dire qu'on parle des futures constructions et on explique, et c'est tant mieux, qu'on va beaucoup mieux les réaliser en prenant en compte, en réagissant à ce qu'on est en train de vivre. Il va se poser quand même la question de la ville existante, celle qui n'a pas le projet. Parce qu'il faut avoir en tête que l'ensemble des projets conduits chaque année sur une ville, qu'ils soient publics, privés, une ZAC, un BHNS, un tram, une friche, enfin, tous les projets ne renouvellent les tissus urbains que de 1% par an. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement essayer de bâtir des stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique uniquement en s'hébergeant sur le rythme de ces projets-là, parce que sinon on est parti pour, non pas pour 100 ans, hein, mais on est parti pour une vie sans fin, parce que comme la durée de vie des projets, le pouls de la ville est à peu près 40 ans, et ben quand on aura fait les 40 premières années, il faudra recommencer, etc. etc. Donc ça veut dire que c'est super, hein, c'est vraiment des expériences qui sont extrêmement intéressantes, mais il faut aussi essayer de comprendre comment on peut les transposer et donner envie à la ville existante qui n'a pas de projet d'en avoir une, parce qu'on aura besoin d'eux. Alors, ça peut paraître évident pour certains, donc peut-être rappeler quel est l'impact du végétal dans notre vie quotidienne et quels sont ses bienfaits dans le tissu urbain. Eh ben, on en a un petit peu parlé déjà, des bienfaits. C'est ça qui est extraordinaire avec cette nature infrastructure, parce que finalement, vous savez, dans la compréhension du rôle du végétal, ça évolue à toute vitesse. On peut dire qu'il y a 4 temps. Hein. Dans les années 70, le paysage était décoratif. C'était les espaces verts. Il n'y avait même plus vraiment de fonction. C'était un petit repli par rapport à la fin du 19e où il y avait le courant hygiéniste. Ça servait à quelque chose. Donc ça, c'est les années 70. Les années 80, le paysage devient social. C'est les grands parcs, Citroën, Bercy, Gerland, etc. Dans les années 2000-2010, le paysage devient environnemental. C'est les trames vertes et bleues, les corridors écologiques, les réservoirs de biodiversité. Et aujourd'hui, le paysage, il devient écosystémique. Donc la nature produirait des fonctions pour être nature qui pourraient être utiles aux problèmes qu'on a à résoudre en ville. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça ne marche pas par substitution, mais ça marche par addition. On sait maintenant que c'est plus beau avec du végétal, on sait que c'est plus social avec du végétal, on sait que c'est plus environnemental avec du végétal, et on se rend compte qu'en plus, ça peut être plus technique. Et c'est ça qui fait que cette addition de compréhension du rôle de la nature en ville, qui fait que d'un rôle finalement très aval, très accessoire, c'est en train de remonter pour prendre une position centrale, dans la fabrication du projet urbain. Alors, vous parlez de ville nature. Donc, ouais. Une ville nature, c'est une ville qui renoue un peu avec le fonctionnement naturel. Mais pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors parce que évidemment, quand on regarde tous les sondages qui sont faits depuis pas mal d'années, on s'aperçoit que 80% ou 90% des urbains de la planète, pas en France, hein, mais quand on leur demande comment ils voient la ville de demain, tous disent on la voit plus verte qu'hier. D'accord ? Donc on peut dire qu'une ville nature, c'est une ville verte. Mais moi, je trouve que ce n'est pas ça, la ville nature. La ville nature, c'est une ville qui renoue avec un fonctionnement plus naturel. À partir de quoi ? À partir de l'eau et du végétal. Parce que pas d'eau, pas de végétal. Et c'est ça qui est important. C'est est-ce que je suis capable de faire de cette ville une ville éponge, une ville transparente à l'eau de pluie, qui refait fonctionner ses sols, qui va réinfiltrer son eau de pluie, etc. On entendait Anouk parler tout à l'heure de la récupération des eaux grises de la ville, mais commençons aussi par les eaux de pluie. Nous, on étudie cette question du potentiel de déraccordement d'une ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'on est capable de savoir, d'étudier et de calculer quel est le potentiel d'eau, de pluie interceptée par une toiture, un parking, une voirie, etc., qu'on pourrait déconnecter d'un réseau et renvoyer dans le sol. Quand on étudie ça à l'échelle d'une agglomération, on le fait dans pas mal d'endroits, à Lille, à Dijon, à Blois, etc., on s'aperçoit que grâce aux lectures algorithmiques des photos aériennes qui nous donnent des informations complètement inédites sur la ville, on s'aperçoit que 70% des parcelles
cadastrés de la ville existante sont infiltrables très facilement ou moyennement facilement. Ça veut dire que c'est jouable. 70% de nos tissus urbains existants. Ça veut dire que nos villes sont remédiables. Ça veut dire que ce n'est pas foutu qu'on peut le faire. Et pourquoi c'est intéressant de calculer? Je vais vous donner des volumes quand même pour vous rendiez compte. À Blois, la surface active, celle qui intercepte l'eau et qui l'envoie dans des tuyaux plutôt que dans le sous-sol, intercepte 340 000 mètres cubes d'eau par pluie d'orage. Chaque fois qu'il pleut, il y a 340 000 mètres cubes d'eau qui ne va pas dans le sous-sol de la ville et qui part dans les tuyaux. Qu'est-ce que c'est que 340 000 mètres cubes? Eh bien, c'est 15,5 minutes, 5 minutes de la Loire qui coule au milieu de Blois. C'est comme si chaque fois qu'il pleut, on coupait la Loire pendant 15 minutes. Mais c'est un système odieux. Il faut absolument arrêter ça. Et donc, c'est ça l'intérêt. Et alors, j'ai fini sur ce sujet-là en disant, mais si je suis capable de repérer, grâce à ces lectures algorithmiques de photos aériennes, toutes les opportunités d'infiltration à la parcelle cadastrale près, avec un pixel qui fait 20 cm au sol, ça vous dit la précision de lecture qu'on peut avoir. Et bien finalement, j'ai repéré tous les endroits où il faut que je privilégie la plantation. Parce que pas d'eau, pas de végétaux, donc il ne s'agit pas de bâtir des stratégies de végétalisation sans avoir réglé la question de l'eau avant. Donc en 1, je repère où je peux infiltrer, et en 2, quand j'ai repéré où je peux infiltrer, ben je regarde si je peux planter. Et là, on fera des stratégies de végétalisation massive de nos villes qui ont une chance, comme on dit, d'être efficaces. Parce que, je suis un peu bavard, je suis désolé, mais il faut savoir, en 96, la communauté urbaine de Lyon, nous, les paysagistes concepteurs, Lyon, c'était le laboratoire qu'il fallait suivre. Ils ont inventé la charte de l'arbre, la charte de l'éclairage, la charte des matériaux. Enfin, ils étaient vraiment très bons dans la question. Et donc, dans le cadre de la charte de l'arbre, ils avaient inventé le mélange terre-pierre, la fosse de plantation idéale, etc., etc. Et bien, malgré tout ça, en 96, ils constataient que 50% des arbres remplacés chaque année dans le Grand Lyon avaient moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient en échec. Et en 96, il ne faisait pas chaud et on avait le droit d'arroser. Et qu'est-ce que vont devenir nos stratégies de végétalisation massive? 1 milliard d'arbres à Bordeaux, 500 000 ici, 300 000 là, 40 000 ailleurs, etc. Si on n'a pas réglé d'abord la question de l'eau et si les préfets interdisent d'arroser. Ça va être un échec total. Donc, voilà. C'est pas efficace. Alors, non, ça peut être terriblement efficace. Alors pourquoi? La question, c'était qu'apporte la nature? Ce qui est génial, c'est que la nature, en fait, c'est une infrastructure. Donc quand on dit nature-infrastructure, c'est qu'on accepte qu'elle produise quelque chose, des productions techniques, parce qu'une infrastructure, c'est toujours quelque chose de technique. C'est une infrastructure qui est multiservicielle. À l'inverse de toutes nos infrastructures grises, toutes celles qu'on a fabriquées, qui sont toutes monoservicielles, ou la plupart. Tuyau d'assainissement, il ne fait qu'assainir. Un tuyau d'adduction d'eau, il amène de l'eau, etc. Et quand ce tuyau d'assainissement sature, on a beau mettre du multitubulaire tout autour, il ne pourra trouver secours dans aucun des autres tuyaux. Et en général, la prestation qui était censée livrer s'arrête. Et en général même, il dégrade les autres. Alors que la nature, c'est l'inverse. La nature, vous pouvez planter pour rafraîchir, ça stockera du CO2. Vous pouvez planter pour stocker du CO2, ça filtrera le bruit. Ça diminuera la température, luttera contre contre le vent, ça augmentera les fonctions cognitives, ça produira de la biomasse, ça œuvrera en faveur de la biodiversité. C'est ça qui est intéressant. Vous investissez une fois dans un végétal et vous avez 60 typologies de fonctions écosystémiques recensées par le programme Nature for Cities à disposition gratuitement de la ville et de ceux qui y habitent. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire on végétalise des infrastructures partout où on peut? Il faut augmenter l'indice de canopée. L'indice de canopée, c'est aussi des nouveaux indices. C'est le pourcentage d'ombre portée au sol par un végétal de plus de 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? On suppose que quelqu'un peut se mettre dessous. Donc c'est une ombre qui est utile à l'homme. Donc il faut planter. Alors là aussi, c'est important parce que c'est comment dire... tout l'apport, on fait souvent en urbanisme, vous savez, un parallèle entre le corps humain et l'urbanisme, les artères, les poumons, le cœur, le métabolisme, le pouls de la ville, etc. On voit que l'analogie est assez facile, pas très étonnant, parce que comme c'est nous qui avons inventé la ville, peut-être inconsciemment, on a dupliqué quelque part ce que nous étions. Et comment dire, ce qui est aujourd'hui hyper intéressant de constater, c'est que si on fait le parallèle,
quand l'imagerie médicale est arrivée, ça a complètement changé la façon de faire la médecine. On avait accès à des données dingues, on voyait comment ça se passait, enfin, ça a tout changé. Nous, avec la lecture algorithmique des photos aériennes, on a accès aujourd'hui à des données complètement inédites qui changent complètement le regard. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, on le devinait avant, mais là maintenant on peut le calculer, les 340 000 mètres cubes d'eau de pluie interceptée à Blois, etc. D'ailleurs, en n'utilisant que le très facile en infiltration, on pourrait en remettre 170 000 mètres cubes à chaque pluie. Voilà. Et ben, ce que je voulais dire, c'est que cette lecture algorithmique des photos aériennes nous permet de comprendre la ville différemment. Et là, on s'aperçoit, par exemple, que 80% du foncier urbain d'une ville est privé et 20% public. Donc la stratégie d'adaptation des villes au réchauffement climatique ne peut pas être du seul ressort des pouvoirs publics. Ce n'est pas uniquement en plantant les rues qu'on va y arriver. Il faut absolument, parce que imaginez ces rues qui ont déjà tellement de fonctions, la circulation, l'économie, les jeux, le stationnement, enfin les transports en commun, les tuyaux dessous, les fils au-dessus, etc. Ces rues, des élus hyper motivés, ils s'engagent là-dedans. En un mandat, ils réversent 20% de leurs 20%, ça fait 4%. Il faut absolument aller chercher les 80% du privé là-dedans. C'est là, 70% des arbres d'une ville sont dans les jardins privés. Ils ne sont pas dans les, dans les rues, etc. Donc c'est ça aussi, la ville qui se dessine, c'est une ville avec des nouvelles coopérations, avec des nouvelles coopérations entre le public et le privé, avec l'intelligence artificielle, la lecture algorithmique qui va permettre d'utiliser l'intelligence naturelle, l'intelligence des arbres, etc. Le citoyen qui était usager de sa ville devient co-auteur de sa ville. On voit qu'il y a des nouvelles coopérations qui sont en train de s'installer et qui finalement nous fait dire que ce n'est pas foutu, que des solutions existent, mais qu'il faut vraiment se dépêcher tous ensemble d'essayer de les saisir. Mais quand on parle de ville, quand on demande ville du futur, les gens se font une idée de la ville du futur, mais les villes, elles sont là, elles ne vont pas changer beaucoup plus que ce qu'on a déjà construit, c'est ce que vous dites. Donc, quelles sont les limites, justement, de ces infrastructures grises pour arriver... Les infrastructures grises, alors il y a un de nos scientifiques un peu historique qui s'appelle Ivan Illich qui avait écrit un truc sur l'institutionnalisation et qui disait que quand on prend un système et qu'on l'institutionnalise, il génère sa propre perte. Et ça met 40 ans à peu près. Hein. Donc les systèmes d'assainissement de nos villes, 1970, 2010, ça sature en gros le système unitaire qui gère à la fois les eaux usées et les eaux de pluie, et beaucoup les eaux de pluie, fonctionnent quand il ne peut pas. Dès qu'il pleut, même en France, hein, parce qu'on voyait avant on voyait des villes qui débordaient dans les pays exotiques, on disait ouais ils ont fait n'importe quoi, c'est normal, etc. Non, là en France, moi j'ai des photos de villes en France tout de suite après la braderie, et on voit les pompiers qui sont avec des Zodiac, avec des moteurs qui sont en train de naviguer sur la rue principale. Enfin ça c'est en France. Hein. Et voilà, donc en fait. Moi, c'est pas très rigoureux au niveau historique, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'à chaque fin de siècle, il se passe des trucs assez étonnants et qui vont impacter le siècle suivant. Regardez, 1789, c'était bien une fin de siècle, ça a changé la gueule du 18e. Et on peut dire qu'à la fin du 19e, c'est la technique qui arrive. On découvre le pétrole, on invente la machine-outil, l'automobile, les aéronefs, etc. C'est tout le taylorisme, etc. Et du coup, on s'emballe un peu et on pense qu'à toute question, même naturelle, on doit toujours privilégier une réponse technique ou technologique. Et puis donc, on s'extrait complètement de notre écosystème. Et puis, à coup de technique, le sol n'est pas bon, on le conforte, il y a un truc, on le raccroche, etc. On commence à tout contrôler. Et regardez ce qui se passe d'ailleurs avec l'arrivée des premiers pics caniculaires. Le premier réflexe, c'est quoi ? C'est des brumisateurs. C'est des fontaines avec des jets d'eau, etc. C'est une réponse technique. D'accord ? Et on a même vu, alors je balance un peu, mais on a même vu, moi ça m'a surpris, je tombe sur un article dans un journal parisien qui dit Paris se dote d'îlots de fraîcheur. Je me dis chouette, je rentre dans l'article et on voit des espèces de massifs en béton dans lesquels on a collé des conduites d'eau de la ville pour les rafraîchir. Entre les trois plots de béton, il y a une structure métallique arborescente au-dessus duquel on colle une claie en bois qu'on appelle canopée, et on explique qu'avec tout ça, quand il fait 30 degrés, on a une température ressentie à 27 degrés en dessous. Et dans les journaux électroniques, on a le droit de commenter. Le premier commentaire de celui qui a réagi en premier, il a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas mis un vrai arbre ?»
Voilà, parce que on a essayé de reproduire l'évapotranspiration des arbres. Mais mettons un vrai arbre. Parce que regardez le caractère monoserviciel ou multiserviciel, ça sert à quoi ce truc? Ça sert à possiblement rafraîchir. Mais vous n'aurez pas de biodiversité, vous n'aurez pas de stockage de carbone, vous n'aurez pas de stockage de microparticules, vous n'aurez rien de toutes les autres fonctions écosystémiques de la nature. Donc voilà, donc c'est compliqué aujourd'hui, parce que moi j'ai fait partie de ce monde qui a développé la technique, nous on était ravis de revêtir les trottoirs de nos villes et de nos villages, etc. etc. Et aujourd'hui, il faut un peu lâcher les clés du camion de la technique, et puis se dire, et si on se faisait aider par la nature, et si on amenait enfin la nature en ville, et si on la comprenait comme une alliée pour nous aider à résoudre des problèmes environnementaux que notre technique a du mal à résoudre. Alors vous, avec le fonds de dotation Intelligence Nature, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour faire face au réchauffement climatique? Alors, avec le fonds de dotation Intelligence Nature, on essaye d'utiliser la nature et son intelligence. C'est d'où le nom. Et c'est-à-dire, c'est un fonds de dotation qu'on a créé avec l'interprofession du végétal. On a une interprofession qui s'appelle Valor, qui réunit 10 familles professionnelles, toutes liées par le végétal. Le végétal qui était horticole et maintenant il devient le végétal environnemental. Alors il y a par exemple la Fédération française du paysage, dont j'ai été président pendant pas mal de temps, qui réunit les paysagistes concepteurs, mais il y a aussi l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, il y a les pépiniéristes, il y a les jardineries, les Truffaut, Botanique, Jardiland, etc., tous les fleuristes de France. Tout ce petit monde est relié dans une interprofession qui s'appelle Valor. Et donc on a décidé de se doter d'un fonds de dotation pour un peu mutualiser toute la recherche de toutes les familles parce qu'on a tous un peu le nez dans le guidon, donc on a du mal à prendre du temps pour imaginer, etc. etc. Donc ça va être le rôle de ce fonds de dotation, et on va se faire aider par des entreprises qui vont pouvoir faire des donations. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui était d'abord très interne, c'était au début, c'est comment je pratique mieux l'exercice de mon métier, comment je trie mes déchets à l'intérieur de mon activité, etc. Aujourd'hui, la RSE elle devient territoriale. C'est comment je me préoccupe de l'environnement dans lequel j'exerce, parce que si l'environnement se met à dérailler, il y a de grandes chances que mon activité se mette aussi à dérailler. Donc il y a une approche aujourd'hui territoriale, et beaucoup de gens, certains auront des cours camions, des parkings, pourront planter, ils vont sentir assez vite ce qu'ils peuvent faire, mais beaucoup n'ont pas ces chances-là. Ils auront envie de collaborer à l'aménagement de l'amélioration de leur ville. Et il y aura des fonds de dotation qui permettront de recevoir des dons et des mécénats avec lesquels on réfléchira, nous, les professionnels du végétal, à pousser des solutions pragmatiques, concrètes, etc. Alors pourquoi c'est important, pragmatique et concret en ce moment? Parce que avec le réchauffement climatique, avec ce qu'on a vécu là cette année et qui fait que commencer, les pics caniculaires, etc. Alors c'est un gros mérite, c'est qu'il y a beaucoup moins de climato-sceptiques. Il y a un gros risque, c'est qu'il va y avoir un emballement sur les solutions végétales, etc. Et donc il y aura la tentation, on peut l'imaginer, de légiférer de tous les côtés avec un appétit féroce pour montrer qu'on est plus engagé que les autres, etc., etc. Donc il y a des chances qu'il y ait certaines bonnes solutions qui poussent, mais il est aussi possible que des mauvaises solutions apparaissent. Donc l'un des rôles aussi de nous, les professionnels de la question de la nature en ville, c'est comment on produit de la donnée, comment on produit de la réflexion entendable par beaucoup de gens, et qui poussent des solutions qui sont à la fois pragmatiques, intelligentes, efficaces, économes, etc. Par exemple, je vais vous en donner un. L'acupuncture urbaine, toujours ce rapport, au corps humain, au médical, l'importance du diagnostic. Alors, vous savez, je disais tout à l'heure que l'ensemble des projets conduits chaque année dans une ville ne renouvellent nos tissus que de 1% par an. Il n'y a pas une loi qui dit c'est 1% par an. C'est l'économie de marché qui fait que c'est 1% par an. C'est la façon de faire le projet aujourd'hui. C'est l'argent qui est nécessaire pour financer ces projets. C'est l'intelligence qui est nécessaire pour les imaginer. Tout ça génère quelque chose qui s'autorégule à 1%. Donc, si on veut nous bâtir des stratégies d'adaptation sur 10-12 ans plutôt que 100 ans, qui semble être quand même un peu ce qu'on attend de nous, il ne s'agit pas de multiplier par 8 cette fonction-là. On ne va pas dire, même si Bouygues, Eiffage et les autres adoreraient qu'on multiplie tout par 8, non, ça ne va pas être possible. Donc, il faut qu'on invente des formes nouvelles. Et par exemple, une forme nouvelle, c'est est-ce qu'on est capable
de donner juste des coups d'acupuncture en ville, c'est-à-dire repérer les endroits où je pique comme ça et ça irradie sur l'ensemble d'un quartier. Est-ce que je peux prendre un quartier, par exemple, parce que j'ai fait l'exercice, c'est le sujet sur lequel je travaille, je prends un quartier de 8 hectares, logements sociaux, 22 bâtiments, etc., des parkings, des trucs, et ben, je suis capable, avec 4000 m² d'espace vert, légèrement en creux, en conduisant l'eau, etc., de prendre les 8 hectares qui avaient un fonctionnement non naturel, j'ai évacué l'eau de pluie, etc., et j'en fais 8 hectares qui ont un fonctionnement totalement naturel, 100% de l'épisode pluvieux centenal est bu sur la parcelle, et chaque fois qu'on donne un coup d'acupuncture, un petit jardin légèrement creux, on met des arbres, et on dote la ville d'autant d'îlots de fraîcheur. Et ça coûte, avant les subventions de l'agence de l'eau, parce que c'est financé par l'agence de l'eau, 3,8 € le mètre carré. C'est-à-dire que ça donne envie à cette partie de la ville qui n'avait pas de projet de se dire ça vaut le coup d'en faire un là. Il n'est pas cher, il est efficace, il me concerne, on y va. Donc bon, on va terminer sur cette note d'espoir. Merci Jean-Marc Bouillon, Merci. vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse regagner votre place. Et nous allons continuer donc parler de la renaturation de nos villes qui, vous l'avez compris, hein, pas une chose facile. Les défis sont nombreux. Par où faut-il commencer et à quelle échelle faut-il agir pour être efficace? Peut-on réellement réintégrer la nature partout? On l'a entendu, mais on va essayer d'en discuter un peu plus dans le prochain panel. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Pierre Darmé, David Ramier et Olivier Lemoine. Merci de les accueillir. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Donc vous avez un micro sur la table. Bonjour à chacun. toutes et à tous. Bonjour. Alors avec nous, je disais, Pierre Darmé, donc vous êtes vice-président du Conseil international biodiversité et immobilier et directeur marketing et développement commercial chez les Jardins de Galie. Absolument. Et David Ramier, vous êtes chercheur au CEREMA en transfert et en interaction liée à l'eau en milieu construit. Tout à fait. Et Olivier Lemoine, vous êtes le chef de département biodiversité au sein de la Société du Conseil en immobilier Élan. Donc voilà, bienvenue à tous les trois. Donc j'ai pas mal de questions pour vous, mais j'aimerais quand même avoir un peu votre réaction sur ce que vous avez entendu à l'instant, les propos de Jean-Marc. Peut-être, si vous voulez, juste une petite réaction. Bah, on a le professeur Lemoine ici et nous avions docteur Bouillon. Non, ce que je retiendrai, c'est effectivement, et on va en parler probablement, les différentes acceptions entre biodiversité, vivant, nature en ville. Ce qui est important en ville, c'est d'avoir une vision avec plusieurs dimensions, qu'elle soit écologique, et ça, Olivier va le détailler, qu'elle soit des services environnementaux, et David Ramier pourra également l'illustrer, et puis aussi toute sa vocation sociale, qui est extrêmement importante, et de ne pas se opposer une vision de programmation urbaine avec des grands projets et ce que le docteur Bouillon, c'est pour ça que je reprends cette expression, appelle l'acupuncture. C'est-à-dire qu'il faut faire feu de tout bois et on doit pouvoir transformer la ville avec des grands dessins EIN, mais aussi de petits dessins IN. Olivier ? Petite précision pour me présenter, je suis Élan, mais je suis aussi Élan d'une filiale de Bouygues Bâtiments France, et je suis un peu l'écologue de cette grande entreprise, et c'est intéressant de voir que même dans des grandes entreprises, il y a des écologues. Alors, moi, ma position, j'adhère totalement avec ce qui a été dit par M. Bouillon, mais je pense qu'il y a encore une étape d'après, qui est une étape plus biologique, plus fonctionnelle. Quand il a cité le végétal et l'eau, il a un peu cité le sol. Moi, je rappellerai qu'en écologie, l'écosystème sol, c'est à la fois l'écosystème majeur, c'est là où il y a le plus de biodiversité. Et il a peu cité la faune. Et donc, il y a une dimension de la fonctionnalité du vivant qu'il va falloir essayer d'approfondir et de traduire, il a bien dit, non pas par des techniques, mais par des approches nouvelles. Donc, parfaitement d'accord, mais allons encore plus loin. Pensons la fonctionnalité des systèmes vivants. Ça s'appelle tout simplement les écosystèmes en ville. Et David ? Alors, je suis tout à fait d'accord, je rejoins Olivier sur le fait que le sol n'a pas été beaucoup cité. Et nous, maintenant, on ne l'envisage plus comme étant un support, mais comme quelque chose de vivant.
donc dont il faut prendre soin et redécouvrir. Et voilà, donc c'est aussi le support de la végétation, c'est le support des transferts, donc voilà, il faut vraiment bien en tenir compte. Et après, voilà, il y avait des choses aussi intéressantes sur l'idée de multifonctionnalité quand même de la nature en ville. Ça ne permet pas un usage, mais plusieurs usages. Sur le côté, avoir des dimensions un peu rustiques ou pas forcément très techniques, finalement, pour renaturer la ville. Donc voilà, il y avait des choses... Alors, tout le monde est d'accord, donc on parle, tout le monde est d'accord qu'il faut de la végétalisation dans les villes, hein, donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Non La question, c'est est-ce que c'est de la végétalisation ou est-ce que c'est de la biologisation? On a pris souvent la métaphore du vivant. Est-ce que c'est de la biologisation? Je prends en preuve. Ou est-ce que c'est simplement de la végétalisation? Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un peu provocateur, je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, les agronomes, si on prend un métier qui est très proche de celui de Jean-Marc, parlent du SPAC, le Soil Plant Atmosphere Continuum. Donc on a bien le sol dedans. Et le sol, c'est un habitat pour beaucoup d'êtres vivants, que ce soit des végétaux, que ce soit des animaux, et toute la cohorte de micro-organismes qui permettent de rendre tous ces services. Et effectivement, la bascule, elle est là. Elle est de passer d'une logique de VRD où le sol est une contrainte qu'il va falloir tasser, qu'il va falloir maîtriser, à un sol qui peut rendre des services. Et pour rendre des services, il faut qu'il soit vivant. Et toute la difficulté, c'est après des décennies d'empilement de réseaux et d'infrastructures grises, donc, en béton, des tuyaux, comment donner de la vie ou recréer de la vie dans des sols qui n'ont plus qu'une structure minérale et qui ont perdu très appauvrie. Cette fonction qu'ils avaient auparavant avant qu'on... D'où la biologisation. Exemple très court, la perméabilité des sols, c'est lié aux vers de terre. Est-ce qu'on s'intéresse aux vers de terre en ville? Les vers de terre, c'est plusieurs familles, ceux qui vivent en Vaud, etc. Comment un ver de terre fait pour arriver dans un site de perméabilisation alors qu'il arrive très peu à se déplacer verticalement? Enfin, voilà, la colonisation et la connaissance des vers de terre, c'est un exemple même de l'insuffisance des paramètres de la prise en compte. Et donc aujourd'hui, nous voudrions lancer, en plus du plan d'1 million d'arbres, parce que M. Bouillon a dit 1 milliard d'arbres à Bordeaux, le plan 30 milliards de vers de terre sur la métropole bordelaise. Chiche. Alors, les sols, bien sûr, mais aujourd'hui, si on regarde la ville telle qu'elle est, si on prend une ville comme Paris, où on se plaint, on n'a pas d'espace, il nous manque d'espace, et on parle de ramener la nature, de végétaliser, comment est-ce qu'on fait? Il peut y avoir des outils de diagnostic sur la ville. Il en existe d'ailleurs. Alors on utilise de plus en plus justement les images satellites aussi pour étudier la ville. On peut identifier des zones, où on peut identifier des zones en fait où il est plus facile de refonctionnaliser les sols. On peut, voilà, suivant les qualités à la base des sols, les espaces disponibles. Il existe des choses qui permettent... C'est l'acupuncture dont parlait Jean-Marc. Pas que, parce que ça se fait plutôt à l'échelle de l'agglomération. Donc c'est identifier des zones où on peut, mais dans une stratégie globale de développement de la ville. Olivier ? Il y a quand même une question, c'est l'affectation des surfaces. C'est pas par hasard si c'est Bouygues qui vous dit que on peut aussi végétaliser des bâtiments. On a vu les magnifiques images tout à l'heure de XTU. Végétaliser les toits, végétaliser les façades, c'est plus compliqué, mais c'est possible, on l'a vu même avec des eaux grises, etc. Regarder différemment l'espace au sol, etc. Donc la question, elle est sur la vocation des différentes surfaces, et derrière se posent des questions d'usage et de valorisation immobilière, mais tout ça est un peu en train de se remettre en question, et je pense que Pierre pourra d'ailleurs... donner quelques arguments là-dessus. Vous donnez l'exemple de Paris, c'est vraiment pas le plus simple, mais je rejoins notre collègue du CEREMA, il faut penser à différentes échelles. Si on parle de biodiversité au sens des continuités, des fonctionnalités écologiques, l'îlot bâti, l'échelle du bâti et son proche environnement est celle sur laquelle on peut intervenir facilement, on peut appeler ça de l'acupuncture comme on veut, mais elle n'a pas de sens d'un point de vue écologique si on ne regarde pas l'environnement plus ou moins proche. Est-ce qu'il y a une continuité ou non ? Vous faites un magnifique havre de paix pour des espèces, vous pouvez être un piège.
s'il n'est pas connecté. Donc il y a cette dimension-là. Sur la dimension servicielle, trouver du sol, etc., effectivement, l'échelle du quartier, d'une part, de l'agglo, d'autre part, avant de faire des zooms, est extrêmement importante. La fameuse ville du quart d'heure en matière d'usage, elle est très pertinente. Les infrastructures, quand on libère des places de parking au sol, on libère du foncier, M. Bouillon dirait, en lanière, qui est difficilement constructible. Ça, ce sont des espaces qui sont réversibles pour trouver du sol ou recréer du sol. Et puis, je dirais, si on s'intéresse à l'agglo dans son ensemble, on a des espaces de foncier avec une très faible densité qui, demain, et déjà s'est engagé, sont des friches à reconsidérer. Les déprises commerciales, les espaces logistiques qui changent de vocation, les fameuses boîtes à chaussures. Moi, je suis né dans un département dans lequel j'anime d'ailleurs un collectif associatif sur la ruralité et les relations ville-campagne. C'est le département de la Loire, au nord de Saint-Étienne. Il y a eu un mitage extraordinairement négatif pendant des décennies où on a consommé du foncier en imaginant, ça c'était le propre de la France, qu'on était un pays aussi vaste que les États-Unis. Ces espaces-là, qui sont imperméabilisés, qui sont artificialisés, il y a une possibilité pour un certain nombre de les retourner, de faire en sorte qu'ils soient plus fertiles et qu'ils soient plus capables d'infiltrer les eaux et de retrouver petit à petit, avec différents dispositifs, plus de vie. Donc on le voit bien, il y a des espaces où c'est très compliqué parce qu'on a des conflits d'usage, mais là il faut vraiment tout regarder. Et puis il y en a d'autres où c'est évident, et là il faut se remonter les manches et on peut agir pour créer des poumons verts. Déjà identifier ces espaces. Absolument. Oui, c'est ça, c'est identifier les espaces et puis aussi c'est avoir une réflexion sur la ville, les questions de mutabilité aussi, donc d'opportunités d'aménagement, etc. qui font que... Mais il faut quand même à la base qu'il y ait un diagnostic de la ville, des sols, du tissu urbain pour qu'on puisse après développer un aménagement... Et je voulais juste rajouter, oui, qu'effectivement il y a aussi... la diversité des solutions est importante, bien sûr. On ne peut pas forcément que aménager le sol. Mais justement, parler de diversité de solutions, donc on entend surtout planter des arbres, végétaliser. Mais quelles sont les solutions possibles dans la ville? Quand on parle de quelle nature, finalement, a sa place en ville, quel type de nature faut-il privilégier et qui a du sens? Je ne sais pas s'il faut privilégier un type de nature. Encore une fois, la diversité de la nature, je pense, a toute sa place en ville. Après, tout n'est pas possible partout, mais tout est possible, je pense, à l'échelle d'une ville. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille se limiter ou se censurer sur ces solutions. Et d'ailleurs, on parle de nature en ville, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de biodiversité urbaine? Enfin, je ne sais pas, je lance le sujet comme ça. Je vous laisse attraper le ballon. Vous complétez. Il y a 3 mots-clés qui sont très utilisés. Il y a le mot nature, le mot vivant et le mot biodiversité. Et biophilie qui est l'amour du vivant. Si on prend le mot le plus... Faut pas tout complexifier, hein. Non, on a déjà du mal à suivre. C'est important parce que c'est au-delà d'être un dada d'Olivier, la biophilie a été inventée par le même groupe de scientifiques, en particulier Wilson, que la biodiversité dans les années 80. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature, c'est un mot valise qui a plein d'acceptions, mais qui a un gros avantage, c'est qu'il est universellement compris dans beaucoup de langues. Ça peut être imaginé par certains comme un paradis perdu, et donc ça empêche d'avancer, notamment dans les milieux habités, et ça peut être aussi pris comme un enfer vert par certains. Mais il y a cet avantage on a un imaginaire. Alors le problème, c'est qu'on a un imaginaire qui est parfois très caricatural, où on se dit, il y a telle forme de nature qu'on veut ou telle autre qu'on ne veut pas. Le vivant, c'est très scientifique. C'est les sciences du vivant, ça va parler aux écologues, ça va parler aux médecins, ça va parler aux agronomes, mais ce n'est pas très répandu. La biodiversité, c'est la définition la plus aboutie des scientifiques pour décrire la diversité du vivant et l'interaction des êtres vivants entre eux. Et là où c'est extrêmement important, c'est que ça décrit la diversité des milieux, donc des habitats dans lesquels, ça on peut transposer avec nos vies, les espèces habitent, la diversité de ces dites espèces et la diversité génétique. La couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc. Nous sommes la même espèce, nous sommes différents dans un certain nombre de caractères par diversité génétique. Mais quand on dit ça, il faut déjà 1 minute pour expliquer la biodiversité, c'est compliqué. Donc, le mot importe peut-être finalement, de mon point de vue, assez peu. L'important, c'est de comprendre que c'est un système et qu'il faut être très humble par rapport aux solutions qu'on va mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça, c'est probablement ce que je retiendrai.
Et puis il y a des figures de proue que sont les arbres, que sont les végétaux. Et lorsqu'on est dans un contexte, pour répondre à votre précédente question, très dense, avec un bâti existant et peu de surface au sol disponible, et ben ce peu de sol, on va essayer de faire en sorte qu'il soit le plus fort possible, qu'il permette d'infiltrer lentement les eaux, de la retenir pour les périodes de sécheresse, de l'infiltrer lentement pour les périodes de très forte pluie, parce que nos tuyaux débordent, et puis d'y planter peut-être des végétaux avec une grande frugalité, comme des végétaux grimpants. Et puis de se dire, ce bâtiment, il va pouvoir abriter un certain nombre d'anfractuosités qui, elles, vont avoir le potentiel d'accueillir des espèces spontanées, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient animales. Et puis enfin, pour que tout ça fonctionne, dans les milieux urbains, il faut qu'on ait une interaction avec eux. Et là, mais ça j'anticipe peut-être sur d'autres choses que nous évoquerons, il faut des compétences, les compétences des écologues, les compétences en amont des spécialistes des infrastructures techniques de la ville, et puis en aval, celle du jardinier au sens pas seulement technique, mais aussi d'un médiateur, d'un jardinier paysagiste qui va être là pour répondre aux questions et expliquer pourquoi ça change et pourquoi est-ce qu'il est important de se connecter avec ces formes de nature qui ne nous font pas toujours tout plaisir, en tout cas pas tout le temps. Et le jardinier, justement, qui n'est pas toujours au centre dans cette industrie. Olivier, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. En fait, pour moi, il y a deux dimensions. Là, on était revenu un petit peu sur les concepts, la philosophie. Attention aux clichés, aux choses simples. Même la nature en ville, c'est un oxymore. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un temps pour débattre. On est dans une société où la phase de découverte, d'appétence pour ces sujets-là est énorme. Donc il faut qu'on en parle. Mais à côté, je pense qu'on va un peu revenir sur les interventions d'avant. Il y a aussi des choses à faire. Il y a de la technique. On est là dans un salon très technique du bâtiment. Et la question qui peut se poser, c'est, je reviens un peu à votre question, quelles sont, je dirais pas les solutions, parce que les solutions, on va retomber dans la question de M. Bouillon, les solutions techniques, oui, on sait comment planter des sols dans des sols, on les substrat sur des terrasses pour que ça soit moins lourd. Ça, ok. Mais je voudrais plutôt peut-être insister sur les leviers. Qu'est-ce qu'il faut pousser pour que tout ça change vite parce que c'est urgent? Et on a vu que la loi, elle est un peu en retard, M. Bouillon l'a dit, c'est pas toujours facile, réglementer des choses. Je suis assez d'accord, notamment la biodiversité, elle n'est pas normée, c'est mouvant, ça change tout le temps, donc attention à la loi. Je crois beaucoup plus à deux dimensions, Pierre pourra reprendre, mais c'est l'incitation. On a développé, notamment avec Pierre et d'autres, les labels Biodiversity. Qu'est-ce que c'est les labels Biodiversity? C'est une création de valeur pour les acteurs de l'immobilier. Je fais une opération biodiversité, etc. Et derrière le label, bien évidemment, il y a du diagnostic, il y a de la compétence, il y a de l'expertise. Donc, premièrement, des leviers de type incitatif qui créent de la valeur. Ça, c'est vachement important, une approche économique. Bien évidemment, de la recherche technique, etc. Et enfin, des compétences. Il y a quand même des métiers qui sont assez peu représentés là-dedans. Je reprendrai tes deux exemples. L'écologue, le biologiste, le spécialiste des copépodes, c'est les petits insectes, les petits crustacés du sol ou des vers de terre, le jardinier, enfin, ces métiers-là, aujourd'hui dans la ville, ils sont très très minorisés. Il faudrait qu'ils aient, alors peut-être pas la première place, mais une place importante à côté des paysagistes, des urbanistes, des hydrauliciens. Donc des compétences, des leviers, des moyens, c'est ça qu'il faut réfléchir aussi. Oui, pour revenir sur les termes, là, alors, nous on aime bien le terme nature en ville parce qu'il a un côté beaucoup plus multifonctionnel. Voilà, alors que la biodiversité c'est peut-être plus restrictif. Enfin, en termes, nous on aime bien le côté nature, donc ça permet aussi la gestion des eaux pluviales, la transpiration, etc. Donc on a plutôt tendance à parler du coup de renaturation. Et on parle aussi, ça a été évoqué, sur le cycle naturel, retrouver des cycles naturels en ville. Donc voilà, même si le mot est un peu fourre-tout, ça permet un peu mieux de qualifier le côté systémique des choses. Je voulais, par rapport à la loi que vous avez évoquée, j'ai l'impression que même si la loi est en retard, il y a quand même besoin de lois ou de cadres, notamment, et peut-être de les modifier pour mieux prendre en compte. Par exemple, là, il y a des travaux sur la prise en compte des sols dans les plans locaux d'urbanisme, etc. Donc ça peut faire évoluer les choses. Après, ce qui manque aussi, peut-être beaucoup, comme vous l'avez évoqué, c'est la formation des gens et le fait de travailler ensemble et former aussi bien les techniciens des collectivités que les professionnels à ces côtés un peu systémiques et multifonctionnels. Mais ça doit attirer des talents.
Normalement, tout le monde veut un endroit sympa pour vivre, une ville qui soit plus agréable et améliorer en tout cas notre bien-être sur la planète. Donc, c'est un problème de trouver des personnes qui veulent... ou alors, on parle d'upskilling, de ceux qui sont déjà dedans pour apprendre un peu les nouvelles techniques, pour s'adapter. Alors, sur les compétences, il y a à toutes les échelles. Déjà, il faut être... clair parlant avec tout le monde, avec le grand public, sur des sujets qui sont assez peu connus. Il y avait eu une tribune de Marc-André Sellos et d'autres chercheurs pour militer pour plus de SVT qui disparaît dans le programme de terminale, y compris dans les filières scientifiques. Sciences de la vie et de la Terre. Sciences de la vie et de la Terre, voilà. Je donne un tout petit exemple, je fais des chroniques radio régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on parle de rafraîchissement grâce au sol, au végétal et à l'eau? Est-ce qu'on le sait? Et pourquoi est-ce que ça peut être une fausse bonne idée si on n'a pas prévu le sol et l'eau? Une plante pompe de l'eau de manière passive dans le sol, ce qui suppose qu'il y en a, et il y a ce qu'on appelle une colonne d'eau. Il n'y a jamais de pompe électrique ou mécanique dans une plante. Et 90% de cette eau est rejetée. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et cette eau, elle passe de l'état liquide, la fameuse colonne d'eau, à l'état gazeux. Et quand elle change d'état, ça rafraîchit. Moins 10 degrés sur la plante, moins 4 degrés dans l'air. Est-ce qu'on entend ça au JT régulièrement? Jamais. Premier point, il faut qu'on soit, nous, extrêmement humbles et pédagogues, sans trop simplifier des phénomènes complexes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement, et Olivier, quand je dis professeur Lemoine, il est en plein dedans en ce moment, il n'a de cesse, depuis 20 ans, dans le monde de la construction, dans le monde du bâtiment, de former des personnalités de tout niveau dans l'encadrement qui sont essentiellement issus de formations ingénieurs pont, BTP et grandes écoles de management ou de commerce aux sciences du vivant. Donc à l'extraordinaire diversité, aux aléas, aux concepts comme aux solutions pratiques. Et puis enfin, il y a ceux qui font. Il ne faut pas oublier que la filière représentée par l'interprofession Valor, dont parlait Jean-Marc Bouillon tout à l'heure, c'est de l'intelligence nature, mais c'est aussi des gens les mains dans la terre. Et je vois un de nos collègues de l'Union nationale des entreprises du paysage. Ce sont 100 000 actifs, 100 000 jardiniers paysagistes en France, un peu plus de 30 000 entreprises. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites et de moyennes entreprises. Et il nous manque aujourd'hui à pourvoir plus de 10 000 postes sur 100 000 actifs. Ça veut dire que vous avez une réunion de 10 jardiniers dans un parc, il en manque un pour que le travail soit bien fait. Donc oui, ces métiers attirent et on a besoin de toutes les forces vives qui ont envie de s'impliquer dans le sujet en prenant en compte le fait qu'il y a des gens pour penser, la FFP, les paysagistes concepteurs, les écologues qui sont les experts de la biologie, les pédologues du sol et j'en passe. Et derrière, il faut des gens pour faire et on est prêt à les recevoir, à les former, y compris dans des reconversions, ce qu'on voit de plus en plus. Alors, à quelle échelle vous avez déjà donné quelques éléments, mais peut-être préciser. Donc, pour être efficace, à quelle échelle faut-il agir? Est-ce qu'on part sur des petites surfaces, on identifie, comme on l'a dit, on identifie, on commence à faire de l'acupuncture, pour reprendre les propos, ou alors est-ce qu'il y a des projets plus massifs à se dire, ok, allez, on y va et on innove? On fait feu de tout bois pour moi. Oui, c'est ça, oui. Enfin, toutes les échelles sont importantes. Après, encore une fois, il y a la question du diagnostic à l'échelle de l'agglomération importante, d'identifier des zones. Alors, on peut éventuellement avoir des trames vertes, des projets plus conséquents, et aussi des endroits plus localisés où on peut désimperméabiliser, remettre de la végétation et de la nature. Mais oui, le travail se fait à toutes les échelles. Après, il y a quand même une échelle de décision qui est peut-être plus générale, plus globale, mais oui. Je partage, emboîtement des échelles, c'est pas la même chose de faire un SCOT avec des trames vertes et bleues et puis de faire à l'inverse la rénovation d'un îlot bâti avec des terrasses végétalisées. Donc, importance des échelles. On n'a pas parlé du temps. Si, ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Jean-Marc Bouillon. Un arbre en ville qui fait pas plus de 30 ans, je rappelle qu'un arbre dans la nature, ça vit 150 ans. Au moins. Donc, un des problèmes de la ville, c'est qu'il est remanié. Une question, une idée comme ça, on est dans le monde du bâtiment. Le jour où on modélisera la croissance racinaire dans les BIM, c'est-à-dire les réseaux de simulation, et qu'on sera capable de dire je mets des tuyaux là, mais dans 20 ans l'arbre, eh ben on aura fait un grand progrès, parce que souvent, au bout de 20 ans, on enlève l'arbre parce qu'il faut reposer un autre tuyau et qu'il est en train d'abîmer les racines. D'autant qu'on a la connaissance, et ça existe depuis 15 ans, je lui rends hommage parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps, Philippe Thébault,
avait commis plusieurs ouvrages, le paysage en 4D, et la 4e dimension, c'était le temps avec des outils de modélisation qui s'apparentent au BIM, qui sont extrêmement puissants, mais encore trop peu diffusés. Oui, effectivement, intégrer de la nature dans des outils de modélisation de génie civil, ça peut être aussi une manière de faire progresser les choses. Et puis sur les échelles, un point important, parfois on a tendance à dire la puissance publique ne fait plus de programmation urbaine. Est-ce qu'on est prêt à vivre la même époque que sous Haussmann avec des expropriations massives? Peut-être que l'adaptation de la ville au changement climatique, grâce aux solutions fondées sur la nature et d'autres, nécessitera de le faire, mais on n'est quand même pas tout à fait dans le même contexte. Donc attention aux lectures anti-historiques, y compris dans les mots-clés. Revégétaliser la ville ne veut absolument rien dire. Voilà, c'est un double néologisme. Camoulox dirait Cadet Olivier pour les plus anciens d'entre nous. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire que tout devrait venir du privé. En fait, c'est les deux. Quand on parle d'infrastructure linéaire, forcément, une fois qu'on a fait le diagnostic dont parlait David, ça va être essentiellement la collectivité. Mais les îlots bâtis, le bâtiment et son très proche environnement sont aussi des leviers extrêmement importants. 2 chiffres, et s'ils ont déjà été cités, eh bien, il faut les remettre en avant. La métropole de Lyon, communiqué de juin 2021, estime que 70% des espaces de nature dans la métropole sont privés. 70%. Deuxième chiffre, deuxième échelle, la ville de Paris. Paris Intramuros, des chiffres de l'APUR pour préparer le PLU bioclimatique. C'est M. Depardon qui est conseiller auprès du premier adjoint en charge de l'urbanisme qui les a rappelés récemment. On estime que 25% de la surface de Paris Intramuros, hors bassin, est perméable. C'est-à-dire que l'eau peut s'infiltrer. Et dans ces 25%, plus du tiers est en cœur d'îlot. Ce n'est pas la ville qui peut agir. Ce sont l'ensemble des privés. Est-ce que c'est facile quand vous avez une cour d'immeuble parisienne pavée avec des poubelles, des vélos? Non, ça n'est pas simple. Mais on ne peut pas faire l'économie d'avoir une vision transversale d'un côté et une vision d'acupuncture localisée de l'autre. Alors, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut enclencher justement, accélérer cette transition? Parce que c'est un peu ça la question. Si on regarde les citadins, eux, ils se posent la question, se disent, bon, chaque année, il fait un peu plus chaud. Comment on fait pour rafraîchir nos logements, nos villes, nos quartiers? Donc, de manière pragmatique et concrète, si on peut essayer de faire baisser la température de quelques degrés, ça peut apporter un peu plus de soulagement, si je puis dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et de manière efficace, mais sans que ça soit non plus voilà, trop compliqué? On végétalise tous les linéaires qui sont dégagés par moins de voies de voiture, notamment autour des pistes cyclables. Ça réduira aussi d'autant les nuisances, on va dire, de pollution de l'air, parce que c'est quand même un sujet important. Le végétal peut capter un certain nombre de polluants, et quand vous êtes à vélo, c'est important. Donc ça va être ce fameux foncier en lanière, en veillant à recréer des sols, si petits soient-ils, et en retenant l'eau. Il y a plein de systèmes ingénieux, que ce soit des startups ou des entreprises qui ne sont pas forcément startups, qui aujourd'hui ont mis au point des systèmes qui permettent de ralentir l'infiltration des eaux. Et donc si on a des vrais sols, notamment des sols qui ont été dégradés, qui peuvent être retravaillés, etc., qui sont supports de végétaux et de différents milieux dans lesquels on accueille l'eau et on change de logique pour éviter qu'elle s'enfuit très rapidement, c'est super. Et on peut le faire au pied d'un immeuble, on peut le faire sur une place de parking qu'on a supprimée, et on peut le faire à l'échelle plus grande d'un certain nombre de parcs, en essayant de se dire, eh bien on va le faire pour qu'à un quart d'heure de chez soi, c'est la fameuse ville du quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, on puisse avoir des espaces de respiration de la sorte. À Épinay-sur-Seine, dans les loggias des logements sociaux, il fait plus de 50 degrés l'été. Les 2 lieux où se réfugient les habitants, c'est les églises pour les aînés, quelle que soit leur confession, et les pieds d'immeubles. Et il y avait une grosse problématique là-bas, c'est que les jeunes avaient tendance à casser les bornes d'incendie, ce qui est extrêmement dangereux parce que vous prenez un jet très très fort. La mairie a mis en place des petits jets d'eau et on ne dort pas en période de canicule. On se réfugie et on dormiote, je ne sais pas si le verbe existe, je vais faire un néologisme, dans ces endroits-là. Donc, il faut faire feu de tout bois et se dire qu'on a une impérieuse nécessité de gérer l'eau et le sol. Sans eux, il n'y a pas de vie. C'est difficile. Je vais plutôt prendre un exemple. Bouygues Bâtiment
France a créé un pôle qui s'appelle Construire autrement. Je crois qu'il y a même une autre conférence. Là, j'ai vu le directeur du pôle qui était là tout à l'heure dans les allées. Et qui, par exemple, vise à construire 30% en bois d'ici 2030. Ça, c'est pour le carbone. Vise à aller vers de la rénovation plus que de la construction neuve. Ça, c'est stratégique métier. Et il y a une petite dimension biodiversité qui évoque. Moi, je travaille, par exemple, énormément avec les gens du VRD. On s'est aperçu que dans le monde de la construction, c'est les gens du VRD qui étaient les plus facilement sensibilisables, ce qu'on nous appelle la communauté des métiers. C'est des gens qui savent ce que c'est qu'un sol, qui savent ce que c'est qu'un revêtement, qui savent ce que c'est que l'eau pluviale, etc. Et on doit leur apprendre la végétation, la biodiversité. Donc, concrètement, agir en revalorisant, en tout cas dans les études de projet, les gens qui travaillent sur le VRD vers ces cultures-là et ces directions-là. Oui, alors nous, on travaille quand même pas mal aussi sur l'accompagnement des lois. Donc il y a des lois là qui font évoluer les choses. Alors c'est peut-être jamais assez rapide, mais notamment la loi résilience et je sais plus le nom exact là. Climat et résilience, merci. Où il y a notamment quelque chose sur la désimperméabilisation et l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est important. Il y a les choses comme le zéro artificialisation net aussi qui permettent de faire évoluer les choses. Il y a aussi la question de la protection des sols, notamment dans les plans locaux d'urbanisme. Voilà. Donc ça fait évoluer et prendre conscience des choses. Il y a la question aussi de montrer ce qui marche pour favoriser le changement et changer les états d'esprit. Parce qu'il y a des choses qui se font, qui marchent bien, et du coup, il faut développer et disséminer ça. Ça, c'est très important, les retours d'expérience. Et puis, on l'a redit, enfin, on peut le redire, mais la formation, et puis vraiment, effectivement, le côté pédagogique, la culture des gens, même, voilà, même des habitants du milieu urbain. Il faut monter en gamme le métier de jardinier. J'ai envie de te passer la parole, mais jardinier, c'est un formidable métier. Connaître les plantes, être à côté des gens, leur parler qu'ils sont dans la cour, etc. Moi, je crois beaucoup à une évolution du métier, alors je ne sais pas si tu le partageras, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, d'un jardinier écologue médiateur. C'est-à-dire le jardinier, il saura parler des vers de terre, il saura faire un peu de plantation avec les enfants de l'immeuble, etc. Le problème, c'est que, alors je vais te passer la parole, c'est que dans le business model actuel, que ça soit même le jardinier qui plante ou le jardinier qui l'entretient, il n'a peut-être pas la place que lui reviendrait les rêves dont on parle. Donc, Absolument. Sur les solutions pratiques, allez voir, j'ai repensé à ça. Arbres de pluie, ça se fait à Lyon, ça se fait à Bruxelles. Les arbres existants, on élargit la surface non perméable. Et ça, c'est super. Ça peut être planté ou pas. Sur les métiers, effectivement, il faut créer de la valeur. Parce que tous les systèmes aujourd'hui, dans l'immobilier notamment, le CAPEX, la capacité d'investissement, là, feu, illimité. J'exagère, mais il y a des montants à investir. En revanche, l'OPEX, pour l'exploitation, pour ne pas dire la misère parfois, ce que dans les collectivités on appelle la gestion, qu'on appelle la maintenance dans d'autres travaux, moi j'aime bien la gestion, je trouve ça pas mal, eh bien là il n'y a plus personne. Donc le sujet est intelligence nature, le fonds de dotation dont parlait... Il y a du monde pour les ascenseurs, oui. Mais il n'y a pas de monde pour les jardins. Absolument. Parce que l'entretien des ascenseurs, pourquoi, je ne sais pas, mais je peux vous dire pour des raisons de sécurité, il y a de l'argent. Exactement. C'est une question de non, mais c'est extrêmement important. C'est le jardinier, c'est pas la maintenance, le problème. C'est ça. Et pour développer des emplois de manière durable, il faut aussi donner de la visibilité. Dans le domaine de l'eau, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, soit il y a des régies comme dans les espaces verts, donc là c'est la collectivité qui s'en occupe de A à Z, soit il y a des délégations de services publics 10, 15 ans. Dans les contrats d'espaces verts, c'est 1, 2, 3 ans, c'est génial. En 3 ans, vous n'avez pas le temps de mettre en place un écosystème et vous n'avez pas non plus le temps d'avoir la visibilité suffisante pour former les gens et qu'ils deviennent des référents et que ça devienne le jardinier animateur dont parlait Olivier. Donc, le premier sujet, notamment via des dispositifs comme Intelligence Nature, c'est de définir les modèles économiques et de tester in situ ce qui fonctionne. Donnez-nous un peu plus de visibilité, des contrats à 5 ans et on va développer tout ça et ça va nous permettre de développer des formations sur le terrain. Ce que fait Olivier dans le monde de la construction, eh bien on le duplique ailleurs. Le métier d'écologue urbain, Olivier est modeste, il y avait 3 écologues urbains qu'on pouvait qualifier comme tels
en 2013 à la création de l'association CIBI. Quand on a formalisé le label, on a créé une formation dédiée. Ils sont plus de 120 aujourd'hui. Donc il y a eu un appel d'air parce que l'outil, qui est modeste, mais de labellisation, donne de la valeur et de la visibilité à un certain nombre d'acteurs immobiliers pour lesquels ces dépenses en études préalables est une goutte d'eau dans l'océan. Mais comme, pour des raisons d'image et de management de projet, on met de l'argent sur un dispositif de labellisation, eh bien on va aller chercher les compétences idoines. Comme elles n'existent pas, on les forme, ça crée un appel d'air, on crée un nouveau métier. Donc ça, on l'a fait en amont, et puis on est en train de le faire en aval, et je parle sous le contrôle de notre déléguée générale, Pauline Pléva, ici dans la salle. Nous allons lancer prochainement Biodiversity Life, et ça c'est clé pour la vie des bâtiments et de leur proche environnement. On peut avoir un site qui n'a pas été pensé pour, mais qui a été bien pensé, avec du bon sens, dans lequel il y a de bons écosystèmes avec un potentiel écologique important, et on va pouvoir les révéler, et les révéler aussi aux usagers, qu'il s'agisse d'habitants, de salariés si c'est un espace de travail, etc., et les améliorer. Et le label Biodiversity Life vise à tout ça, et aussi à créer de la valeur. Donc venez nous voir sur le sujet, et il faut absolument qu'on réussisse à avoir le consentement de cette valeur pour pouvoir embarquer tout le monde. Aujourd'hui, on a vécu une première révolution. Quand vous disiez que vous étiez jardinier il y a 15 ans, on vous regardait avec un peu de dédain. Aujourd'hui, c'est très séduisant. Maintenant, il faut passer à la pratique et qu'on se dise, pour mes enfants, je voudrais qu'ils soient jardiniers paysagistes. Voilà. Ça, c'est un problème de son à côté. J'espère que ça va s'arrêter. Alors, il reste 2 minutes. Très rapidement, dernière question et réponse très concise pour ça. Donc, la distribution des rôles et des responsabilités entre pouvoir public et habitants. On parlait du fait qu'on ne peut plus faire des projets aujourd'hui sans intégrer justement les citoyens dans cette discussion et dans là où on veut aller. Et donc, ça, c'est aussi très important et c'est nouveau dans cette industrie qui s'est toujours imposée d'une certaine manière, j'ai envie de dire, pour dire les choses crûment. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Juste, dernière question pour tous les trois. Petite réaction là-dessus. Oui, c'est d'autant mieux d'inclure les citoyens parce que souvent, en plus, les espaces de nature qui en ville, c'est aussi... donc, il y a le côté multifonctionnel, donc ça peut être aussi des espaces récréatifs qui ont aussi une fonction technique, donc il vaut mieux que les gens se l'approprient pour pas qu'il y ait de ce qu'on appelle de détournement de fonctionnalité. Donc, du coup, oui, il faut que ça soit fait avec eux. Là aussi, il y a des efforts pédagogiques à faire au niveau de l'aménagement, quand on rénove ou qu'on remet de la nature, il y a bien sûr... Ouais. Olivier, Pierre ? Je dirais 2 choses. Ça n'est pas parce qu'on cultive la nature en ville, ou on l'appelle comme on veut, qu'on va sauver la biodiversité qui vit une extinction massive. En revanche, on ne peut pas faire l'économie de la cultiver. Pourquoi ? Parce que moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de nature. Donc il faut qu'on fasse feu de tout bois pour être en connexion avec elle. Et forcément, comme on ne la connaît plus, ça peut engendrer des réactions épidermiques. Et puis il faut accompagner, parce que donner de l'espace au grand public pour qu'il s'adonne au jardinage, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant si on n'explique pas comment ça marche. L'échec d'un certain nombre de démarches participatives ne vient pas d'un manque de bonne volonté, il vient d'un manque d'accompagnement et qui parfois est très light. Dans un contrat d'espace vert ou dans une régie, de montrer 1 ou 2 fois comment on fait à l'occasion d'un atelier entre midi et 2 ou le week-end, ça vaut tout l'or du monde. Et puis le deuxième point, vous le voyez là avec les passions qui sont déchaînées autour de l'abattage d'arbres, les conflits d'usage qui existent nécessitent d'être extrêmement clair-parlant sur ce qu'on veut faire à court et moyen terme, y compris sur des choses qui ne font pas plaisir, expliquer l'état sanitaire d'un arbre qui est là depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé pendant quelques temps en collectivité et ça cristallisait déjà, il y a une dizaine d'années, les passions. Il faut le faire plus que jamais, sinon on n'avancera pas sur le sujet. Et à la fois, il y a des projets qui peuvent paraître séduisants, qui ne le sont pas tout à fait, et puis d'autres choses qui ne font pas plaisir à entendre ou à voir, qui sont nécessaires pour l'avenir. Olivier, vous avez le mot de la fin. Public et privé, c'est ça la question. Moi, on n'a pas beaucoup parlé des collectivités, mais je trouve que, je ne sais pas s'il y a des gens des collectivités, les collectivités font ça souvent depuis très longtemps, depuis 200 ans, peut-être haussmanniens, les espaces verts, etc. Donc elles font depuis longtemps, elles ont un savoir, on peut citer par exemple Plantécité, qui est une super association un peu technique sur la capitalisation du savoir de la nature en ville. Le privé, il faut qu'il aille plus vite
il est en train de s'en saisir. Non, je pense au monde de l'immobilier qui s'en saisit, mais en travaillant, peut-être forcément pour le privé, sur une logique de création de valeur, mais en créant une vraie chaîne de valeur qui va depuis le projet, la rénovation, jusqu'au financement du jardinier qui fera les ateliers nature avec les enfants dans la cour d'immeuble. Donc, le privé, il est vachement dynamique. Et j'ai envie de dire, soyons optimistes. On est dans une phase importante de prise de conscience. Vous avez été nombreux à assister à ces tables rondes sur le thème. Donc, profitons de la demande sociale pour booster et le public et le privé, chacun avec leurs outils. Merci en tout cas à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci, ce sera le mot de la fin. Et c'est notre dernière discussion de ce dernier jour du salon. Donc, vous faites la clôture. Merci à tous d'avoir été là. Nous avons reçu plus de 80 intervenants et vous allez pouvoir retrouver les replays sur le site de Batimat. Merci à tous et bon fin de salon.